Alors, Kwe Keskina, bonjour tout le monde. Mon nom est Suzy Basile. Je suis professeure à l'École d'études autochtones de l'UQAT et je suis votre hôte pour les dîners-conférences autochtones de la session hiver 2021. Nous entamons, si je ne me trompe pas, la 18e année des dîners-conférences autochtones à l'UQAT. Évidemment, à une autre époque, cela se faisait qu'en présentiel et aujourd'hui, cela ne se fait qu'en virtuel pour un certain temps, espérons-le. Alors, je vais débuter dans quelques instants. Je vois encore des gens qui se joignent à nous dans le webinaire. Alors, Kwe, bonjour tout le monde. Suzy Basile. Professeur à l'UQAT, comme je viens de le dire. Alors, je vais débuter tout de suite la présentation de notre conférencière invitée d'aujourd'hui, du mois de janvier 2021, en fait. Alors, nous allons parler aujourd'hui des services à l'enfance et à la famille en protection de la jeunesse aux Anishinaabeg par Mino Obidji-Wazin. Alors, Mino Obidji-Wazin, ce sont les services enfance et famille qui ont été mis sur pied pour offrir des services à l'enfance et à la famille auprès de la population Anishinaabe. Cela fait suite à une entente signée avec le CISAT pour la gestion de la protection de la jeunesse pour les 4 communautés Anishinaabe qui sont impliquées, soit Kitsisakik, Lac-Simon, Picogan, Long Point, Winaway. Et la mission de Mino Obidji-Wazin, c'est d'assurer à tous les enfants et aux familles Anishinaabe un milieu de vie stable, sécuritaire, harmonieux, enraciné dans la culture. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre conférencière invitée aujourd'hui, qui est Madame Peggy Jérôme, qui est originaire de la communauté du Lac-Simon et qui est une Anishinaabekwe, donc une femme algonquine, Anishinaabe. Peggy a travaillé à titre d'adjointe à l'administration des services sociaux Minokin et en 2018, elle a été nommée coordonnatrice de la prise en charge des services sociaux par le comité de gestion de la prise en charge de ces 10 services sociaux et de la protection de la jeunesse Anishinaabe. Elle a ensuite obtenu le poste de directrice générale de la nouvelle organisation Mino Obidji-Wazin, Service Enfance et Famille. Alors, Peggy, je te demanderai d'allumer, s'il te plaît, ta caméra et je vais te laisser la parole dans un petit instant. Je vais d'abord redire à tous et à toutes bienvenue aujourd'hui. Nous sommes en très grand nombre, encore une fois, là, dans les 124 personnes, incluant les étudiants du cours Sujet de pointe en études autochtones que je salue par le fait même. Alors, Peggy Kichimegwetch, d'avoir accepté notre invitation, je te laisse la parole. Tu peux partager ta présentation PowerPoint avec nous, s'il te plaît. Voilà, bonjour tout le monde. Megwetch Suzy de l'invitation pour qu'on puisse partager notre beau projet de prise en charge du service social de protection de la jeunesse des Anishinaabe. Je vais vous montrer un peu les statistiques pour vous mettre un peu dans le bain. C'est Amanigik, on dit combien de placements, combien de signalements qu'on a eu, tout ça. Puis on va vous montrer un peu qui qu'on est, puis pourquoi, pourquoi. L'histoire un peu de nos projets, Atsukeun, la structure de l'organisation des services, et Junago, comment c'est quoi l'image, comment la structure y est, l'entente et la clientèle. Inakunigen, Mamui, Agunen Anishinaabe, c'est quel Anishinaabe qu'on va desservir aussi. L'avenir, c'est demain. Wabak, Anipitch, quand, qu'est-ce qui va se passer? À pitch, plus tard, ça veut dire. À pitch, c'est bien Rapid Lake, ça. Période de questions, Gogweden, ça veut dire demander. Et je vais vous répondre aussi. Voilà, un petit peu de cours de langue Anishinaabe en même temps. Voilà, c'est combien qu'on est dans les communautés? On est au 31 mars 2018, on était 4000, je vais juste baisser mon écran, on était 4901 au départ. En 2018, au 31 décembre 2018, on était 4091 populations dans les 4 communautés. Puis aujourd'hui, au 31 décembre 2020, on est plus de 4800. Donc, il y a une augmentation de plus de 700
population seulement en 2 années pour les 4 communautés. Fait que là, tu vois qu'on est en pleine expansion, on se multiplie dans nos communautés. Puis la réalité, c'est vraiment des enfants encore. Tu sais, c'est sûr que 18 ans et plus, on est 59% dans la population des 4 communautés. Puis on a moins de la moitié, c'est 4,7. C'est pas loin de la moitié qui sont en bas de 18 ans. C'est vraiment jeune, les communautés Anishinaabe. Puis dans les communautés Anishinaabe, on voit que les 0 à 12 ans, c'est ça, c'est une population très jeune. C'est 0 à 12 ans, là, tu n'es pas autonome encore, à moins que tu es vraiment débrouillard. Fait que c'est 72% de nos 40% de jeunes qui ont en bas de 12 ans. Puis le reste, ben, c'est sûr, c'est des 13 à 15 ans. Ensuite, c'est les plus vieux, là, de 17 ans, de 16 ans et plus, jusqu'à 18 ans, dans le fond. Fait que ça vous donne un peu quel genre de population que c'est dans les 4 communautés. Voilà. Puis après ça, je vais vous parler un peu des signalements, des statistiques. Pardon. Ça, c'est les signalements qui ont été retenus par problématique. C'est les 3 années d'exercice financier qu'il y a eu au 31 mars 2020. Ça, c'est les données qu'on a reçues de la CISAT. On voit que le projet de prise en charge, il y a eu un impact quand même. Parce que oui, il y a eu moins de signalements, il y a eu moins de cas de négligence, de violence, des choses comme ça, mais on le voit de plus dans les groupes d'âge. On va le voir un peu plus loin tantôt. Bon, en 2017, c'est sûr que les signalements qui ont été le plus élevés, c'est vraiment les cas de négligence. Il y avait moins d'activités, probablement moins de services dans les communautés, je ne sais pas. C'est les premières lignes aussi là, qui avaient moins d'intervention. Tout ce qui rentrait, la CISAT le traitait. La DPJ le prenait puis le traitait au cas de négligence. De plus en plus, quand il y a un signalement au cas de négligence, il essaie d'impliquer les services de première ligne, les conseils de famille, je vais en parler un petit peu plus loin. Donc, ça fait un petit peu diminuer les signalements par rapport à la négligence. Les mauvais traitements psychologiques, on le voit aussi, la ligne orange qui est la plus longue. Ça, c'est les données de 2018-2019 dans les 4 communautés. Ça, c'est quand il y a des situations d'urgence faites par la police. C'est quand il y a un appel de violence conjugale dans une maisonnée, ben, c'est ça qui arrive. Là. Ils vont le mettre tout de suite dans le mauvais traitement psychologique. Ils impliquent tout de suite la protection de la jeunesse dans une situation de violence. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça donne pas mal ça. Je pourrais faire le tour tranquillement dans tous les signaleurs principaux. C'est sûr, c'est les policiers, les enseignants et les travailleurs sociaux qui font les plus de signalements dans les 4 communautés. C'est sûr qu'il peut y avoir des fratries, la parenté, le voisin, ou bien un couple qui sont séparés et qui ne sont pas d'accord sur la façon de garder l'enfant ou d'élever l'enfant, ben, ils vont se stouler entre eux parce qu'ils ne s'entendent pas. Ça peut arriver aussi. Que ça peut aller jusqu'à là. Puis aussi, la négligence, on le voit de plus en plus parce que il ne faut pas oublier que les Anishinaabe, là, ils ont eu quand même plusieurs drames dans la vie de l'Anishinaabe. Il y a eu la colonisation, premièrement. C'est génétique un peu. Aussi, il y a eu le pensionnat indien qui est rentré. Donc, les parents, ils se sont fait enlever leurs enfants. Puis ces enfants-là qui ont été à l'école, ben, ils ont eu des enfants, ils n'ont pas eu de modèle parental. D'où là, la négligence qui est plus élevée aussi. Fait qu'on a beaucoup de pinces à la planche pour tout guérir de ce qui s'est passé dans l'histoire aussi. Fait qu'on le voit dans les statistiques assez facilement. Fait que tantôt, on parlait aussi des signalements des enfants qu'on avait dans les communautés. Évidemment, c'est sûr que les signalements les plus élevés, c'est des enfants de 12 ans et moins. Fait que c'est sûr qu'il y a eu une baisse de signalements de ces enfants-là à cause qu'il y a beaucoup plus de services. Depuis qu'on parle de la prise en charge aussi, il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait dans les équipes, autant de la DPJ que de services de première ligne dans les communautés. Fait que nous autres, au départ, quand on a commencé la prise en charge, quand j'ai commencé à travailler avec Minno-Bigowasin, c'était même pas Minno-Bigowasin, j'étais à l'emploi du conseil de bande de Lac-Simon au début. Fait qu'ils m'ont donné le mandat de faire la prise en charge de protection de la jeunesse. Fait que j'ai commencé tout de suite à travailler là-dessus avec le comité de gestion qui était composé de directeurs
généraux, directeurs de santé. Il y avait quelques coordonnateurs de services de première ligne qui étaient là pour réfléchir à comment on va travailler sur la prise en charge. Puis, dès en partant, il y a une sensibilisation sur où ce qui va être les interventions. Là. Puis c'est sûr qu'on a fait beaucoup de présentations aussi. Là. Fait que les signalements, ils ont baissé. Ensuite de ça, pourquoi la prise en charge? Ça, c'est quand on a eu les consultations qu'on a faites dans les communautés. Bon, c'est sûr, pourquoi la prise en charge? Pour la réalité. Selon notre réalité, on veut le prendre en charge pour adapter l'approche selon notre réalité, notre culture, pour notre identité, pour prendre nos propres décisions selon nos valeurs, pour la protection de nos enfants et de notre culture, pour notre mieux-être et surtout pour notre guérison. Tu sais, tantôt, je l'ai dit, et que ça a été, c'est une phrase que j'ai prise quand on a fait la consultation des 4 communautés. Que c'est ce que les gens y ont voulu. Pourquoi la prise en charge? Ben, c'est la voix des gens des 4 communautés. Pour inspirer la confiance des membres envers la protection de la jeunesse, pour préserver l'identité culturelle de nos enfants, nos familles, Anishinaabe, pour prendre soin de nos familles, et avec respect et entraide. Pour amener l'entraide, habituellement, on a les valeurs de beaucoup d'entraide, très proches. On est très proches dans les communautés. On se connaît tout le monde. On connaît combien d'enfants qui ont des enfants, combien de monde qui vit dans chaque maison. On connaît des enfants des adultes qui sont rendus adultes. C'est leur histoire, on les connaît. Pour prendre nos propres décisions en accord avec nos valeurs, ça, c'est les chefs, puis les politiciens qui l'ont énuméré. Pour exercer nos droits inhérents à l'autodétermination, on va parler du C92 tantôt. Et encore là, on dit pour la guérison de notre peuple. Voilà. Pardon. L'histoire de la prise en charge. C'est sûr que j'ai parlé tantôt de la mobilisation. On a mobilisé beaucoup les communautés. On a mobilisé l'équipe des politiciens, des gestionnaires. On a mobilisé aussi les familles. On a mobilisé les travailleurs sociaux, les intervenants en service de première ligne, de la santé mentale. C'est des gens qui ont des idées pour la prise en charge, puis comment qu'ils le voient aussi. C'est sûr qu'il y a un rapport qui a été fait là-dessus sur la prise en charge. On a un rapport de 27 pages qu'on a condensé. Le procès verbal, lui, est de 124 pages. C'était vraiment un rapport qu'on a travaillé. On a fait une consultation intensive d'un mois seulement. On est allé 2 journées, 3 journées dans les communautés à tour de rôle. Voilà, après ça, on a fait la phase initiale de planification, consultation, de recherche, la même chose. La mobilisation des communautés, excuse-moi, fondatrices, je me trompe, c'est Lucien Urbani qui a participé beaucoup à aller chercher des partenaires pour prendre en charge les services de protection de la jeunesse. Il a fait le tour de toutes les communautés Anishinaabe du Québec pour aller chercher des partenaires. Il y en a 4 qui ont embarqué. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui observent, qui regardent, voir s'ils vont l'embarquer ou pas. Ils attendent un peu le résultat. Puis il y en a même que j'ai dit, bon, attends, on est déjà parti, là, on vous rebuzz dès qu'on va être bien enclenché. Et là, on les a mis comme en stand-by parce qu'ils aimeraient ça embarquer. Là. Puis après ça, il y a eu la création du comité de gestion. Donc, c'est là qu'on a fait les plannings. Là. Comment qu'on va faire la prise en charge, tout ça. D'où là la consultation que je parlais tantôt. C'est sûr qu'on est allé un peu se référer sur les recherches qu'il y a eu. On a fait des recherches nous-mêmes de ce qui existe à travers le Canada sur une structure de ce genre-là. Après ça, on a eu la création de l'entité. C'est sûr que dans la phase de planification, il y a eu beaucoup de travail sur des rencontres stratégiques avec les gestionnaires des communautés, les politiciens, tout ça, pour essayer de créer une entité. Puis c'est là que l'entité a été créée. Je vais vous le présenter tantôt. Après ça, on a enclenché en février 2019, on a commencé à discuter avec la DPJ, qui était Philippe Gagné dans le temps. Là. On a commencé notre rencontre pour entamer la négociation de l'entente bipartite avec le CISAT pour transférer l'autorité de compétences là, au niveau de la gestion de la protection de la jeunesse. Fait que là, on a terminé la négociation au mois d'août 2020. Puis, entre-temps, ça a été vraiment, on a rencontré toutes sortes de choses.
On a eu le changement de DPJ, on a eu l'annonce du C92 le 21 juin 2019. Ensuite de ça, en décembre 2019, ça a été contesté par le gouvernement provincial. Fait que là, ça a été beaucoup des rencontres ponctuelles avec les politiciens, les conseillers de chaque conseil de bande là, pour voir où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on amène le projet. Il y a eu des rencontres stratégiques. D'ailleurs, j'ai des photos que je vais vous montrer tantôt des consultations qu'on a eues, puis des décisions aussi qui ont été prises par les hauts dirigeants là, des 4 communautés de qu'est-ce qu'on fait avec le C92, qu'est-ce qu'on fait avec l'entente de la CISAP, est-ce qu'on arrête les négociations ou on poursuit les négociations? Fait que là, je vais vous en parler un petit peu plus loin aussi encore. Quand même, on a réussi à aboutir à une entente finale qui a été signée en novembre 2020. Tu sais, ça a pris du temps quand même. Ben, ça a été du temps. Je sais que les Atikamekw, ça les a pris 25 ans, pas nous. Mais tu sais, on a été chanceux qu'on avait une bonne collaboration de la part de la PDG de la CISAP, Caroline Roy, puis Philippe Grenier qui était là aussi. On a eu une belle collaboration. Je pense qu'on a quand même une belle relation avec l'équipe de la région. Je les remercie d'ailleurs d'avoir répondu aussi rapidement sur la prise en charge là, de la protection de la jeunesse. Donc, c'est ça. On a pris le 37.6 et le 37.7 de la loi de la protection de la jeunesse. C'est ce qui a été signé dans l'entente. Je vais en parler un petit peu plus loin des détails de c'est quoi que ça couvre. Actuellement, on est rendu dans la transition progressive là, de la prestation de services, de certains services, parce que c'est pas tout là, de la DPJ, de la CISAP vers Minot-Bigoassin. On est là actuellement. Là, on est en plein dedans. Là, je te dirais, on est rendu à 25-30% de la prise en charge. Là. Ça va se poursuivre encore. C'est un tsunami là, qui continue à tous les jours à nous écraser d'ouvrages. Mais on ne s'ennuie pas. Donc, voilà. La création de l'entité, c'est ça, c'est un OSBL. C'est ça, c'est une incorporation fédérale qui a été créée le 4 juillet. 4th of July, c'est la même chose que les États-Unis. Ça a donné comme ça. Et là, on voit que c'est Long Point First Nation, Conseil des Premières Nations d'Abitibi-Winnie qui sont là, Conseil de la Nation Anishinaabe de Lac-Simon, puis le Conseil des Anishinaabe de Kitsagé qui sont là. Alors, on a 3 communautés francophones et une anglophone qui sont là. C'est ça, Abitibi-Winnie, la langue d'usage, c'est français et anglais. C'est ça, c'est bilingue aussi. Et de plus en plus, au Lac-Simon aussi, c'est une langue d'usage qui est utilisée, c'est vraiment l'anglais-français aussi. Mais Long Point, c'est vraiment en anglais. Tout ce qu'on fait, c'est traduit aussi. Voilà. Puis c'est sûr, dans Anishinaabe, la plupart, ils parlent la langue maternelle aussi. Comment est composé le conseil d'administration? Il y a 9 membres qui vont siéger. Il y a 9 sièges disponibles dans le conseil d'administration, dont 2 est réservé pour chacune des communautés membres, puis 1 spécialement pour un aîné d'une communauté. Ça va être vraiment un siège qui va être à tour de rôle à chaque assemblée générale. Ensuite de ça, notre logo. On l'aime beaucoup, notre logo. Minot-Bigoassin, qui veut dire bien élever un enfant. Minou, ça dit bien. Bigoassin, c'est vraiment d'élever un enfant. Là. Ça peut être même pour Obigi, c'est vraiment de la racine. Puis tu fais pousser l'enfant, là. Tu fais grandir. Le logo, ben, ça a été par un concours dans les 4 communautés. C'est un monsieur de Lac-Simon qui nous a créé ce beau logo-là. Puis ça a été touché. La finition a été faite par une jeune fille Anishinaabe de Lac-Simon aussi. Fait qu'on est bien fiers de ça. Le nom il a été choisi par une aînée de Picogan. Puis on est bien content de la diversité qu'on a, d'avoir trouvé le nom puis le logo. Voilà la photo. Ça, c'est Shmagneshek, Ugmak, Mamui, Nodagnek, Anishinabek, Moji, Douin, Udje, Mishakudun. Mishakudun, pour nous, ça veut dire, c'est la DPJ. Mishakudun, ça veut dire plus le barbu, parce que le premier DPJ qui est arrivé dans une communauté Anishinaabe, ben, c'était un grand barbu, puis le nom, il est resté collé, là. C'est moins péjoratif. C'est sûr qu'il y a le nom aussi qui utilise comme Nashmajin Abnochin, celui qui place les enfants. Puis on va changer un peu l'image. On va essayer de trouver. C'est pour ça qu'il y a le Minot-Bigoassin. C'est pour ça qu'on l'a pris aussi.
Dans la photo, là, on voit tous les gestionnaires, les politiciens qui étaient dans le temps dans les conseils de banque. Ils ont participé à la réunion stratégique de comment on va créer, quel genre d'organisation est-ce qu'on prend en première ligne avec protection de la jeunesse? Est-ce que c'est les conseils de banque qui vont gérer la protection de la jeunesse? Il y a eu plusieurs options là, de comment que la structure va être créée. Et qu'on a utilisé plusieurs systèmes électroniques. Là. On voit que tout le monde est dans son cellulaire, mais il fallait qu'il utilise les moyens technologiques pour pour répondre à leurs options, leurs choix. Ils ont réfléchi sur quel genre de structure ça va être, quel genre de mission, vision, c'est quoi qui va l'utiliser. Vraiment, ça a été des journées intenses. Ça a été 2 journées intenses de planification de quel genre de structure qu'on va avoir aussi, des organigrammes, des postes qu'il va avoir. On a quand même travaillé fort pour essayer de proposer des options, pas juste un choix, mais plusieurs options là, à les politiciens qui étaient là. Tandis que la photo qui est en bas, ça c'était au Forestel, ça a été la discussion sur le C92. Est-ce qu'on embarque dans C92 puis on laisse faire l'entente de la CISAP ou on signe l'entente de la CISAP? Ça a été ça la discussion. Fait que là, la pomme a été coupée en deux. On signe l'entente puis on enclenchera le C92 aujourd'hui. Non, je dis ça de même. Mais sans farce, mais on enclenche le C92 dans les prochaines journées là, qui s'en viennent. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Puis ce ne sera pas du jour au lendemain, ça va prendre quelques années de toute façon de travail. C'est un travail d'envergure aussi. Voilà. OBGYSN, c'est la mission, c'est d'offrir des services de qualité à Anishinaabe afin d'assurer l'intégrité et l'identité des enfants Anishinaabe. Ça, on l'a dit à l'introduction. La vision ensemble, assurer à tous les enfants et les familles Anishinaabe un milieu de vie stable, sécuritaire, heureux et enraciné dans la culture. Ça, c'est la vision qu'ils veulent prendre, une vie stable pour tous les enfants Anishinaabe. Les valeurs, le respect, évidemment, l'engagement, la confiance, la communication. Je pense que ça correspond bien à Anishinaabe. Puis le dessin qu'on voit, ça a été fait par une jeune artiste Anishinaabe. Ça représente la famille élargie d'une famille Anishinaabe. C'est authentique. Mais c'est en bande dessinée, mais c'est vraiment beau. L'objectif de l'organisation, ça, c'est long. Ça, c'est quand on a eu la réunion stratégique, là, la grosse, qu'on a été 2 jours à Akinawet en février 2019. Bon, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il faut qu'on se fasse des objectifs de toute façon pour la prise en charge. Puis ce qu'ils ont dit, c'est d'offrir des services à l'enfance et à la famille en protection de la jeunesse aux Anishinaabe. C'est sûr, c'est ça le premier objectif, on est dedans. Ensuite, travailler en collaboration avec les services de première ligne des communautés pour diminuer les placements d'enfants et la judiciarisation des dossiers. Nous mettons de l'accent sur les services de prévention. On est en planification, mais on est quand même dedans aussi dans le deuxième objectif. Là. On est là, on fait de notre mieux pour l'instant, mais dès que la prise en charge complète va se faire, là, on va faire partie intégrante des services communautaires dans chaque communauté. Préserver l'identité et la culture des Anishinaabe qui doivent être retirés de leur milieu familial en les confiant à des membres de leur famille immédiate ou élargie ou une famille d'accueil Anishinaabe ou leur communauté ou dans leur nation. Et dans le fond, ils demandent que les enfants soient placés dans le monde Anishinaabe, dans la nation, dans notre communauté, peu importe, mais autant qu'ils soient placés dans une famille Anishinaabe. C'est ce qu'ils ont demandé. Accompagner les parents et familles pour les aider dans leur rôle et responsabilités. Ça veut dire faire de l'accompagnement. On va parler tantôt de rôle d'agent d'information facilitateur. Et que ça vient toucher l'objectif numéro 4. Notre organigramme, c'est celui-là qui a été choisi. On a le conseil d'administration en haut. On a les agents d'information facilitateurs. C'est comme un peu des commissaires aux plaintes, mais ils ne font pas de plaintes. Ils font de la médiation, ils font des facilitations. En tout cas, on va voir un peu la description de tâches un petit peu plus loin. Là. Puis, la direction générale, on a une poste de coordonnateur, la comptabilité. C'est vraiment nouveau. Là. On a un agent de développement et de soutien pratique, clinique et professionnel. C'est comme
comment tu appelles ça dans les. En tout cas, c'est un poste qui développe les formations, qui développe des approches cliniques différentes en collaboration avec une équipe. Là. On va avoir un poste d'agent de ressources humaines qui va être ouvert. On a un coordonnateur clinique qui est là, qui est M. Rocriendo. On a un agent administratif, on a un archiviste qui est là. On a des spécialistes aussi. On a un psychologue qui a commencé récemment. On a des éducateurs spécialisés, dont un Anishinabécois qui est Marie-Irène Pien. On est bien fiers de ça. Puis il y en a une qui est Toujiquette, mais il parle parfaitement anglais. Je pense qu'il est bien intégré dans notre équipe. Puis on est bien content de l'avoir. Chef de service en protection de la jeunesse, bon, c'est sûr, c'est les 4 points de service. Il va y avoir un chef de service dans chacune des points de service. Chef d'équipe, bon, c'est ça, c'est pour les grosses équipes. Là. Je donne un exemple, comme Lac-Simon, là, en principe, il devrait être 26 ou 27 dans le bureau, là, mais là, ils ne sont pas beaucoup sensibles. Fait que là, il y a des postes disponibles, là, c'est qu'ils sont intéressés à venir nous rejoindre dans notre folie, dans notre guérison aussi. On a des postes d'intervenants en Anishinaabe. Actuellement, on a 4 qui sont là. Donc, on est bien fiers de ça. On a 5 même. Il y en a une à Picogan, une à Langue-Pointe, 2 au Lac-Simon, puis une à Kitsavik. Fait qu'on est quand même bien entouré d'Anishinaabe dans les équipes actuellement. Puis, on va vous en parler de leurs tâches, qu'est-ce qu'ils font dans la prochaine slide. Ensuite, on a la partie juridique, c'est sûr, puis la partie de ressources hébergement jeunesse. Fait on parle des familles d'accueil seulement. On a des intervenants en suivi, puis des intervenants en recrutement aussi. Puis ils peuvent faire les deux aussi. Là. L'intervenant en Anishinaabe, ce qu'il fait, c'est qu'il s'assure que les services soient offerts dans une approche et un mode de communication en Anishinaabe. On parle de la langue, le vocabulaire, l'intonation, les moments de silence, le non-verbal, la notion du temps. Les personnes qui occupent ces postes doivent avoir une connaissance des gens, des familles et du fonctionnement de la communauté. Il est responsable de travailler de pair avec les travailleurs sociaux, les intervenants sociaux, d'offrir un service culturellement sécurisant aux parents et aux enfants, sensibiliser les travailleurs sociaux aux réalités des Anishinaabe au fonctionnement des familles, de la communauté et des saisons, tout le mode de vie d'un Anishinaabe. Tous les liens aussi qu'il peut y avoir dans les villages, les frères, les sœurs, les fratries, les cousins, les amis, on connaît notre monde. Accompagner les enfants et les parents pour certaines visites supervisées. Agir comme aidant naturel selon le besoin des familles et les équipes des intervenants en protection de la jeunesse. Écouter, informer et accompagner les parents et les enfants vers les services disponibles de la communauté, les référer dans le fond. L'intervenant, c'est sûr que le rôle est à développer, c'est un projet pilote, puis ça évolue. On peut même donner un article 33 pour faire l'application des mesures, pour faire le suivi à l'intervenant ou accompagner une famille ou des enfants à la cour, pour sécuriser l'enfant, pour pas qu'il y ait trop d'étrangers dans sa vie. C'est vraiment le poste clé qui a été demandé lors des consultations. C'est pour sécuriser les services culturellement aux gens des communautés. Ensuite, on a créé le poste d'agent d'information facilitateur. C'est comme un peu, c'est entre la commissaire aux plaintes et Minobugyo-Wasson. Puis aussi, c'est des agents qui vont surveiller la qualité de service qui va être donnée. C'est un peu nos yeux et nos oreilles sur les services qu'on peut améliorer là, dans notre prise en charge. C'est ceux qui ont le rôle de conseiller et répondre aux questions des membres des communautés sur les services sociaux en général. C'est des conseillers. Ils planifient, organisent et animent des cercles des aidants. Toute autre conférence familiale, on parle des PDI, qui est ma famille, ma communauté, des conseils de famille aussi. Et qu'on voit ici en bas, à Cercle des aidants, bon, on voit la famille, Minobugyo-Wasson, qui est l'enfant au milieu avec tous les services de santé et de la communauté. C'est que le Cercle des aidants, c'est vraiment ça. On va en parler. J'en parlerai pas de cette présentation-là aujourd'hui. C'est vraiment plus pointu que ça. Là. Faire de la médiation en cas d'insatisfaction ou de conflit entre les parents, les enfants et les services de protection de la jeunesse, incluant les familles d'accueil qui ont un enfant en vertu de la LPJ, qu'ils sont une famille d'accueil et qui ont des problèmes avec soit les parents ou la travailleuse sociale ou l'enfant qui a de la misère. Puis on a des services aussi d'éducateurs spécialisés qui embarquent dans les services
aux besoins. Participer aux activités dans les communautés afin d'informer et de faire de la sensibilisation, faire de la promotion aussi. C'est quoi le service de protection de la jeunesse, c'est quoi les trajectoires, service de prévention, première ligne, faire la promotion, puis de les encourager à aller chercher les services dans les centres de santé aussi, puis les autres services offerts dans les communautés. C'est vraiment quelqu'un qui doit connaître tous les services de communautaires. C'est celui qui peut travailler aussi avec l'intervenant Anishinaabe. Assure le respect de la politique de traitement des plaintes et les dispositions législatives applicables à la matière en collaboration avec le commissaire aux plaintes. Il travaille vraiment proche avec le commissaire aux plaintes aussi. C'est un peu les intervenants. Le commissaire aux plaintes, il y a un rôle d'intervenant, mais ce rôle-là, il va être donné aux agents d'information facilitateurs. Voilà. C'est sûr, au niveau de la qualité de service du CISAT, mais on parle aussi de Mino Mugiwasan parce que c'est un processus d'amélioration des services aussi, les plaintes qu'il va avoir, puis toutes les situations qu'il peut y avoir inconfortables, que c'est un peu nos médiateurs, nos ombudsman. Pas vraiment. Favoriser les partenariats entre les différents services en participant à l'élaboration des révisions de protocoles de collaboration et par la mise en place de tables de concertation. Ça, c'est sûr, c'est difficile avec le COVID, mais il y a quand même des rencontres de concertation qui se font régulièrement. Voilà. Il y a un rôle qui est partagé entre l'agent d'information et les intervenants Anishinaabe. C'est important que ce soit un Anishinaabe qui ait ce rôle-là, cette responsabilité-là. C'est d'informer les parents et les enfants dont la situation a été signalée au directeur de protection de la jeunesse et dont la situation risque d'être signalée au DPJ sur leurs droits dans le cadre de l'application de la LPJ et sur leur rôle et responsabilité en tant que parents Anishinaabe. Le responsabiliser les parents face à ce qui arrive dans la famille, face à la situation. C'est pas juste aller chercher l'enfant puis partir, laisser le parent tout seul. Non, c'est pas comme ça va marcher. Il va y avoir un suivi là-dessus, puis il va y avoir aussi un accompagnement, un support aux parents avec les partenaires, nos collaborateurs, nos collègues de travail, je dirais plus, c'est les services de première ligne. C'est sûr que c'est la clé aussi, là, parce que on sait d'où ce que ça vient, la surreprésentation des signalements. On connaît l'histoire, puis, puis aussi, on voit aussi que c'est un système étranger qui est là. Il y a peut-être deux raisons qui font que c'est comme ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va essayer les deux en même temps aussi pour essayer de diminuer les signalements puis avoir plus de services de première ligne à notre population. Voilà. Notre clientèle, c'est qui qu'on dessert dans l'entente. Bon. Et puis les territoires visés. C'est sûr qu'on va viser tous les enfants, les jeunes, les parents. C'est des Indiens inscrits au sens de la loi sur les Indiens de 1987. Donc, c'est tous les Indiens à travers le Canada. Les Anishinaabe, on les appelle les Anishinaabe de toute façon. Mais ils doivent résider sur le territoire d'une des 4 communautés. On parle il y a 2 réserves indiennes selon le sens de la loi. Il y a le Lac-Simon et Picogan. Puis il y a 2 établissements qui est Kitsagik et Wanoé. Il faut que les gens y habitent dans les communautés pour avoir du service avec Mino. Mais en même temps, non, l'entente avec la CISAP qui a été signée, il permet de donner des services aux gens hors communauté, exceptionnellement. Parce que on a quand même un partenariat avec la CISAP, puis aussi on sait que de plus en plus de Anishinaabe, ils vivent hors communauté, et qu'on est capable de leur donner, mais il faut qu'il y ait des ententes de service. Là. Même chose, un enfant, mettons, qui est placé, que ses parents, ils vivent en ville, il est signalé, puis il se fait placer au Lac-Simon, mettons. Bon, ça, on peut faire le partenariat aussi là-dessus. Puis, il y a plein de situations qu'il peut y avoir, mais c'est du cas par cas. On ne prendra pas tous les dossiers, ça, c'est pas vrai. Là. Mais un jour, oui, avec le C92, c'est ça, c'est une autre étape, ce serait peut-être une autre présentation. C'est quand même un sujet assez long, un processus assez long à développer, là, le C92.
Ben, d'où là, l'avenir. L'avenir, c'est vraiment, on vient implanter le système d'adoption de tutelle coutumier, évidemment, dans les 4 communautés. On est en pleine dedans avec la pandémie. C'est sûr, ça a mis un petit peu des breaks. On a fait des consultations dans les 2 communautés. Une de nos travailleurs intervenants de Chinabé, il a fait des consultations auprès des aînés pour voir comment ils voient l'adoption, qui pourrait être l'autorité compétente pour signer l'adoption, l'acceptation de l'adoption de l'enfant vers une famille Anishinaabe. C'est tout un processus quand même. Là. On a quand même fait plusieurs présentations dans les conseils de bande pour leur donner des idées, puis ils nous ont demandé de faire des consultations. Ensuite, mettre en œuvre la phase 2 de la prise en charge. La phase 2, là, c'est un autre paire de manches. C'est le C92. C'est vraiment de prendre en charge complète avec notre propre texte de loi législatif. Donc, je vais lire ce qui est écrit. Les chefs des communautés ont bien exprimé leur désir d'exercer leurs droits inhérents à l'autonomie gouvernementale en matière des services à l'enfance et à la famille en vertu de la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et Métis. Ça, c'est une loi, c'est une des lois canadiennes qui est le chapitre 24, qui est anciennement le Bill C-92, le Bill C-92, qui a été adopté d'ailleurs le 21 juin, comme je le mentionnais plus tôt. Fait que les lettres d'intention, il est envoyé. Bon, en tout cas, c'est notre président qui a le mandat de signer la lettre et de l'envoyer. Fait que justement, on a eu un conseil d'administration ce matin, fait qu'on va envoyer la lettre d'ici l'après-midi à tous les gouvernements pour entamer le processus du C-92. Comment ça va se faire? Ben, c'est sûr qu'il va y avoir une création d'une équipe en parallèle avec la prise en charge courante afin de conclure un accord de coordination avec la province et de développer un texte législatif à l'image des Anishinaabe. Fait que juste le texte législatif et la négociation de l'entente de coordination, c'est déjà beaucoup de travail. On a quand même signé une entente bipartite avec la CISA. Puis imagine avec tout l'accord de coordination qui a un lien avec le système judiciaire aussi de la province là, pour pouvoir aller débattre des dossiers en protection là, de nos enfants en lien avec le texte législatif Anishinaabe pour la protection de nos enfants. Ensuite de ça, ben, c'est sûr qu'on veut construire les infrastructures pour les services à l'enfance et à la famille de chaque communauté. Pour services enfance-famille, ça couvre première et deuxième ligne. Donc, première ligne et la protection de la jeunesse. Fait que c'est ça. On va les se mettre dans le même billing. Fait que, il faut qu'on soit partie intégrante du plan quinquennal dans chaque communauté pour pouvoir avoir le financement. Voilà. Puis après ça, ben, on aimerait ça réouvrir le foyer de groupe dès que la construction va être terminée. On va pouvoir récupérer le bâtiment qui est à l'UVICO, puis il va y avoir d'autres projets, je suis sûre de ça. Il va y avoir d'autres projets d'envergure pour la prise en charge et le mieux-être dans nos communautés. Ce qui termine ma présentation. Suzy. Miigwech Peggy, c'était très intéressant. Je comprends beaucoup mieux tout le processus dans lequel vous êtes inscrit maintenant et je vois sa complexité surtout. Mais je suis certaine que vous êtes en bottine, en canot pour y arriver. Écoute, il y a quelques questions qui sont apparues dans la section questions et réponses. Alors, je vais procéder à la lecture de certaines d'entre elles. Je m'excuse, au début de la présentation, j'ai oublié de mentionner qu'il fallait maintenant passer par cet outil-là pour s'adresser à la conférencière. Donc, je vous invite à le faire à partir de maintenant. Alors, je vais te poser une première question. Peggy, quelqu'un demande, Madame Fournier demande, seriez-vous ouvert à accueillir des stagiaires en santé petite enfance? Stagiaire en petite enfance, c'est-tu les formations pour être éducatrice? Là? Bonne question, probablement. Disons que oui. Oui, ben c'est ça, c'est difficile. En même temps, non, on pourrait. Faudrait regarder. C'est sûr que ça serait une possibilité, c'est ouvert à la discussion. Là. Oui, on verra. Là. On pourrait peut-être faire un projet pilote, mais on verra. Là. On est vraiment en pleine expansion rapide là, ces temps-ci. Mais c'est possible, probablement. OK. Oups.
J'allais lire quelque chose qui vient d'être déplacé. Donc, les enfants déjà placés en milieu urbain, donc les enfants à Anishinaabe déjà placés en milieu urbain, mais avec des parents qui vivent dans une des communautés, est-ce que c'est le genre de dossier qui pourrait vous revenir bientôt? Je crois que tu as un peu t'as répondu en partie à cette question-là tout à l'heure. Est-ce que vous allez prendre en charge éventuellement, désirez-vous prendre en charge éventuellement ces dossiers-là aussi? Oui, c'est sûr que quand il y a un enfant est placé en milieu urbain en majorité, on se pose la question, voir si c'est-tu sécurisant pour lui dans l'avenir de rester dans cette famille-là. Parce que quand il y a un enfant, il y a 18 ans, qui revient dans son village, c'est un peu perdu, là. C'est comme, il se retrouve plus. C'est vraiment difficile pour lui ou elle de trouver sa famille d'origine. Puis, il est accueilli comme un étranger après. On connaît toutes les histoires des pensionnats, comment c'est arrivé. C'est un peu ça. C'est sûr qu'on va aller récupérer le plus de jeunes pour les ramener dans nos communautés ou dans nos familles Anishinaabe, pour qu'ils puissent continuer pour qu'ils puissent connaître ses racines, connaître sa famille. C'est bien important pour nous dans la prise en charge. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui sont placés à majorité plus dans les communautés, mais il y en a quand même qui sont placés à majorité dans les hors communautés. Il faut qu'il y ait un autre débat judiciaire qui doit se faire là-dessus avec les parents. Merci bien. Une autre question ici de Chloé Pelletier. Merci Peggy pour ta présentation fort intéressante. Étant donné que la loi sur la protection de la jeunesse n'est pas tout à fait adéquate en milieu autochtone, surtout pour reconnaître l'importance des familles élargies, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées ou que vous appréhendez rencontrer dans le futur avec le système d'intervention et de prise en charge québécois? Ben, on a commencé à faire des approches culturellement sécurisantes, dont l'embauche d'intervenants en Anishinaabe, puis aussi les sacs des aidants dans la trajectoire des services, la trajectoire de processus de rétention, là, de rétention, signalement et je me souviens plus des termes. Là. Je suis pas très clinique, là. Je suis très administrative, mais je suis très Anishinaabe, par exemple. Fait que de plus en plus, on implique les cercles des aidants qui sont composés de la famille, de l'enfant ou des parents pour pouvoir l'aider dans un cas de situation délicate, de placement, de risque de placement ou de déplacement même d'un enfant. Il va toujours y avoir une consultation de ces familles-là. Même, il peut y avoir des spécialistes ou des intervenants qui vont être choisis par les parents pour pouvoir venir intervenir. Dans le processus de trajectoire de la protection de la jeunesse, on a mis des sacs des aidants dans plusieurs. Comme ça enlève la lourdeur aussi de l'intervenant de décider par lui-même qu'est-ce qui va arriver avec l'enfant. C'est ça, c'est moins dictateur possible. Tranquillement, on le fait, mais avec le processus d'enclencher le C92, ça va être une autre dynamique aussi là, qui va se développer. C'est à l'image d'Anishinaabe. Justement, ma prochaine question porte sur ce projet, sur cette loi-là, en fait. Est-ce que vous prévoyez des délais de prise en charge en vertu de la loi C92? Est-ce que cela sera ralenti ou remis en question par la contestation du gouvernement du Québec? Peu importe. Peu importe. Ben, la contestation, c'est sûr que les chefs, dans le temps, étaient très frustrés par rapport à ça, surtout pendant la négociation. Parce que dans l'entente, pendant la négociation, ça a joué au ping-pong un peu. Parce qu'on avait mis dans une des entendues de l'entente qu'on voulait enclencher le C92 dans les prochaines années. Fait que là, quand il y a le service judiciaire de la province, il a vu ça, ben, ils n'ont pas voulu l'accepter, ils l'ont enlevé plusieurs fois. Fait que là, on a joué au ping-pong comme ça jusqu'à temps qu'on s'aperçoit en décembre 2019 que ça a été contesté. Voilà, c'est ça. Puis je suis sûre que dans la prise en charge, on va quand même enclencher le C92, comme je disais tantôt. Il va y avoir une équipe parallèle, il va y avoir une demande de financement parce qu'il y a du financement qui existe.
pour embaucher une équipe pour faire ce travail-là. Je ne penserais pas être capable de le faire tout seul là, cette fois-là. Puis, il va y avoir beaucoup de postes qui vont être ouverts pour la rédaction de ces textes législatifs-là, puis aussi pour négocier l'entente de coordination. De préférence, on aimerait ça avoir un Anishinaabe aussi, puis quelqu'un qui connaît le système de la province. Oui, qui comprend les rouages de tout ça, en effet. Mm-hmm. Quand tu présentais tout à l'heure, tu nous présentais un des postes vraiment clés, vraiment importants de votre organisation, là, soit celui de l'intervenant Anishinaabe. Cet intervenant-là va faire quoi concrètement pour s'assurer que les services sont culturellement pertinents? Tu sais, c'est une expression qu'on entend beaucoup ces temps-ci. Puis, si tu avais un exemple concret de ce que cet individu-là va pouvoir être en mesure de faire pour que les Anishinaabe se sentent culturellement en sécurité, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? En fait, mettons, quand il y a une situation de signalement qui est porté, bon, l'intervenant Anishinaabe, il va aller préparer le terrain, il va aller avertir tranquillement la famille qu'il y a un signalement, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta famille, il va aller calmer un peu la tension. L'intervenant, des fois, il m'en parle, il dit, mettons, une intervenante qui doit faire un suivi avec une famille puis qui a comme une résistance face à l'approche de la famille. Bon, l'intervenant Anishinaabe, il va y aller en premier. Puis ça calme, ça sécurise les Anishinaabe parce qu'il connaît la personne, il a confiance à la personne. Mm-hmm. Puis là, l'autre intervenant peut venir, pendant que lui, il fait l'intervention avec les parents, il écoute, l'intervenant peut faire son suivi. Puis aussi, il y avait une autre situation qui me revenait aussi, c'est que, qu'est-ce qu'il me disait dans Mario l'autre fois? Il me disait que un enfant, mettons, un enfant, il doit être déplacé aussi. L'enfant est moins traumatisé de se faire emmener par un étranger qu'un Anishinaabe aussi. Ça peut être, c'est vraiment d'être dans l'action avec les intervenants sociaux pour sécuriser, pour développer la confiance de la personne, pour ne pas confier ce rôle-là à n'importe qui. Non, c'est ça, parce que connaît nos intervenants et c'est des gens des communautés aussi. J'ai une autre petite question intéressante ici. Tiens, est-ce qu'il existe une différence importante entre les signalements chez les 12 ans et moins versus les signalements chez les 12 ans et plus, donc 12-18 ans? Oups, j'ai perdu la question. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui explique cette différence-là dans les signalements, s'il y en a une? Moi, je trouve actuellement, là, dans la pratique de tous les jours, je ne penserais pas qu'il y ait une différence. À moins qu'il y ait une situation de comportement difficile, là c'est la LGPA qui embarque. C'est la loi sur anciennement la loi sur les jeunes contrevenants qui appelle. Bon, c'est ça qui va embarquer. Mais pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait de différence là, sur le traitement de signalement face à un enfant qui a 17 ans et moins. Merci bien. Tu as parlé tout à l'heure du cercle des aidants. J'ai vraiment trouvé intéressant l'image que vous avez fabriquée pour illustrer cette structure-là qui est vraiment importante, qui vient de nos traditions autochtones. On sait que ces cercles-là existaient bien avant l'arrivée de la DPJ et autres. Et là, je cherche la question, je m'excuse, parce que les choses bougent pendant qu'on se parle. Alors, voilà. Est-ce que le Cercle des aidants est un moyen fort intéressant? Est-ce qu'il est présent pour chaque enfant à risque ou il est présent uniquement pour les enfants qui sont déjà en protection de la jeunesse? Non, c'est pas nécessairement. Ça peut être avec des situations de L4S, là. Ça peut être utilisé dans des situations d'un enfant qui risque d'être signalé ou qui c'est une demande volontaire. C'est ça. Ça peut être dans ces situations-là aussi. Là. OK.
Je vais y aller avec une autre question ici. Dans la signature de votre entente et la prise en charge des services de protection de la jeunesse, est-ce que vous avez réfléchi aux modalités pour prendre en compte les normes minimales qui sont incluses dans la loi C-92, celles qui sont déjà en vigueur? Là? Ah ben oui, les 11 normes minimales, absolument. On m'en a d'ailleurs donné des formations là-dessus à l'équipe de la CISAP, ben, pour ceux qui étaient là, en tout cas avec la collaboration de la CSSIPNQL, la Commission de la santé et services sociaux des Premières Nations du Québec et Labrador. Fait qu'il y a une équipe de services sociaux là-dessus, services de psychosocial aussi. C'est des spécialistes quand même sur les lois Anishinaabe, les lois autochtones du Canada, dont le C-92, puis on leur a demandé de donner quelques formations sur le C-92. Là. Fait que, OK. je pense qu'il y a beaucoup de sensibilité. Puis notre avocat qui est là, Donald Bourget aussi, a fait quelques présentations du C-92, puis toutes les lois en lien avec les Autochtones à des gens de la des juristes, là, dans le fond, des avocats, des choses comme ça. Il y a quelques présentations. D'ailleurs, il y a eu une situation qui a été gagnée avec le C-92, qui a été travaillée, je pense, par Ève Lahaute, qui était le contentieux du Centre d'amitié. C'était un dossier de la communauté de Lac-Simon qui a gagné sa cause avec le C-92. Ça a été pris en compte. Mais oui, on fait beaucoup, beaucoup de promotions là-dessus, puis on en parle pratiquement tous les jours du C-92 puis des directives. OK. Je vais y aller avec une autre question ici. Dans vos interventions, qui s'effectuent en Anishinaabe-Moine, donc dans votre langue ancestrale, et qui est basée aussi sur la réalité des familles, est-ce qu'il y a d'autres outils ou bien d'autres types d'approches que vous utilisez, comme la roue de médecine, par exemple, ou différents savoirs traditionnels dans vos interventions? Ah, on n'est pas rendu là. Anishinaabe, c'est spontané aussi. Ça se fait avec l'intuition, puis aussi la bienveillance. Fait que ça se fait naturellement, je pense qu'avec la roue de médecine, mais tranquillement, c'est sûr qu'on veut le développer, cet aspect-là, mais on tient compte de toute façon, naturellement, des 4 valeurs de la roue de médecine pour aider une personne, puis aussi pour comprendre, pour avoir la compassion, de l'empathie envers ce qu'il vit aussi, puis pouvoir l'aider dans ses souffrances d'une personne. Voilà. Une question un petit peu plus technique ici. Votre organisation à l'interne, votre conseil d'administration et tout ça, vous fonctionnez dans quelle langue? Est-ce que vous devez vous acheminer des correspondances administratives? Alors, comment ça se passe? Vous avez parlé de bilinguisme tantôt, mais est-ce que c'est l'entièreté de vos travaux là, qui sont dans toutes les langues possibles? Oui. C'est les réunions du conseil d'administration, ça se fait dans les 2 langues d'usage. On parle du français puis en anglais. Des fois, on échappe des mots dans le gonquin. On utilise les 3 langues, des fois, qui est tout mélangé. Mais on se comprend. La majorité des gens qui sont là, ils comprennent quand même les 3 langues. Si on ne se comprend pas, on arrête. On ne se gêne pas d'arrêter. OK, je n'ai pas compris cette partie-là. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Là, il y a toujours des membres qui vont traduire à l'interne. Ça va quand même bien. On a eu justement un CA ce matin, puis ça a quand même bien été là, dans la langue d'usage. On a mélangé le français et l'anglais, puis l'Anishinaabe aussi. Je vais me permettre une question de mon cru cette fois-ci. Tu as mentionné dans ta présentation PowerPoint que vous allez mettre en place, là, vous avez déjà mis en place en fait de l'aide pour que les gens puissent se rendre au commissaire aux plaintes, s'il y a lieu, bien sûr. On sait que ce n'est pas une tradition tellement ancrée chez les peuples autochtones que d'aller se plaindre à un commissaire. On l'a vu dans plein d'autres situations où il y a déjà eu des plaintes de portée, mais ça ne semble pas s'être rendu là où ça l'aurait dû. Dans ce cas-ci, comment vous allez vous assurer là, que si des personnes à Anishinaabe ont une plainte à formuler, là, que ça soit entendu? Avant d'arriver, quand on a développé le poste d'agent d'information facilitateur,
avant que les agents y arrivent, moi, j'ai eu des discussions avec la commissaire aux plaintes sur l'état de la situation. Il y avait des plaintes, tout ça, puis il n'y a pratiquement pas de plaintes de Anishinaabe. Je dis, c'est sûr, c'est pas dans nos approches, ça n'est pas dans nos valeurs d'aller se plaindre. Mais on va aller, entre guillemets, chioler avec des gens qu'on connaît. Puis qui peuvent nous aider là-dedans. Fait que, dans le fond, là, c'est la commissaire, les intervenants, les agents d'information facilitateurs, ils vont guider les gens s'il y a besoin d'aller au commissaire aux plaintes. Si quelque chose de très grave est arrivé, là, ils vont les guider. Ils vont les aider à aller à remplir le formulaire. Ils ne vont pas le faire à leur place, mais ils vont les aider à le faire. Fait que, mais la majorité des cas d'insatisfaction, on va essayer de les régler en l'interne chez nous. Fait que c'est sûr qu'il y a la déontologie aussi, les ordres. Il faut respecter les ordres professionnels. Puis si ça déborde, ça te déroge de ça, ben il va y avoir un commissaire aux plaintes qui va embarquer. Puis c'est eux qui vont faire la démarche. OK. Ouais. Voilà. Merci bien. Écoute, je vois le temps file. Je vais y aller avec une dernière question. Et merci à tout le monde. Et désolée si on en a échappé quelques-unes. Vous êtes trop intéressés par le sujet d'aujourd'hui, donc j'ai dû faire des choix. Mais la dernière question ici, est-ce que vous comptez non pas collaborer, mais développer plutôt une collaboration avec les centres d'amitié de la région, soit celui de Val-d'Or ou de Sanitaire? Oui, on a déjà fait une approche avec les centres d'amitié, mais c'est difficile parce que ça se fait déjà naturellement quand il y a des situations, mettons, de hors réserve ou de déplacement d'un enfant hors communauté. Fait que je pense que les intervenants, ils contactent le centre d'amitié directement, mais il faudrait quand même travailler sur un protocole de collaboration sur comment on pourrait se supporter là-dedans parce qu'il va y avoir des familles d'accueil qui vont être hors communauté, des enfants qui vont être hors communauté. Voir comment on pourrait travailler ensemble sur ces besoins-là qui vont être présents dans l'avenir, j'imagine. Avec le C92 aussi, on va avoir à servir les populations hors communauté à travers le Canada. Fait que ça va être ça aussi. C'est sûr qu'ils vont être sûrement sollicités selon leurs services qu'ils ont à offrir aussi. Vous avez déjà des collaborations de toute façon avec ces instances? D'ailleurs, non, c'est plus les intervenants, là, c'est plus les suivis des parents là, sur leur mode de vie ou pour aller vers chercher de l'aide pour qu'ils puissent reprendre leurs enfants. C'est plus dans cette partie-là, oui. Parfait. Ben écoute, cette heure-ci a filé tellement vite que j'en aurais pris encore beaucoup. Et on te réinvitera, Peggy, pour une présentation sur la mise en œuvre de ce que vous êtes en train de faire, parce que je sais que ça bouge beaucoup, puis que vous avez d'un beau gros chantier, je vais dire ça comme ça, là, pour rétablir les choses, je dirais, pour la protection de nos familles et des enfants aussi autochtones. Ouais. Puis vous allez aussi servir de modèle pour d'autres nations, j'en suis certaine. Là. Donc, Kichimegwech, merci beaucoup pour ta présentation. Plusieurs personnes nous ont demandé ta présentation PowerPoint, donc si tu veux bien nous la partager, on pourra faire le suivi avec eux. Je remercie tout le monde en ligne d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous recevrez un lien pour nous donner vos appréciations et vos suggestions également pour de prochaines conférences. Sur ce, je vous salue et nous revoyons pour le prochain dîner conférence autochtone en février prochain, le 18 plus précisément, avec Mme Virginia Pessamapeo-Bordelot. On va aborder les questions artistiques avec elle. Donc voilà, Kichimegwech encore une fois, Peggy. Et là-dessus, on se revoit bientôt. On aura un petit cadeau pour toi qu'on va devoir t'envoyer par la poste. Donc, je te reviens à cet effet-là. OK, merci beaucoup. Merci à tous. Bye. Je vais regarder un peu les commentaires. Oui, bien sûr, ils sont là pour ça. Tu as un tas de remerciements puis de félicitations que je ne t'ai pas transmises par la force des choses, mais tu y auras accès. Merci.